Bonsoir, bienvenue dans notre première émission Lire le Monde, les Nuits de la lecture de l'Université Le Havre-Normandie. À l'occasion de la 5e édition des Nuits de la lecture organisée par le ministère de la Culture sur le thème Lire le Monde, nous avons voulu donner la parole à des étudiants. Ils nous invitent ce soir à les suivre. Ils vont nous donner à découvrir et à entendre 2 extraits d'ouvrages qu'ils ont choisis ou 2 textes qu'ils ont écrits. Le premier dit Notre monde, le second ébauche un monde possible, un monde rêvé ou fantasmé, un monde encore inconnu ou méconnu, pourquoi pas un monde de demain. En creux, changer le monde ? Nous commençons avec Soisy Cochecorne. Le crépuscule du soir. Voici le soir charmant, ami du criminel. Il vient comme un complice, à pas de loup. Le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve, et l'âme impatient se change en bête fauve. Ô soir, aimable soir, désiré par celui dont les bras, sans mentir, peuvent dire « Aujourd'hui, nous avons travaillé ». C'est le soir qui soulage les esprits que dévore une douleur sauvage, le savant obstiné dont le front s'alourdit et l'ouvrier courbé qui regagne son lit. Cependant, des démons malsains dans l'atmosphère s'éveillent lourdement, comme des gens d'affaires, et cognent en volant les volets et l'auvent. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Comme une fourmilière, elle ouvre ses issues. Partout, elle se fraye un occulte chemin, ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main. Elle remue au sein de la cité de fange, comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange. On entend ça et là les cuisines siffler, les théâtres glapir, les orchestres ronfler, les tables d'hôtes, dont le jeu fait les délices, s'emplissent de catins et d'escrocs, leurs complices, et les voleurs, qui n'ont ni trêve ni merci, vont bientôt commencer leur travail eux aussi, et forcer doucement les portes et les caisses pour vivre quelques jours et vêtir leur maîtresse. Réveille-toi, mon âme, en ce grave moment, et ferme ton oreille à ce rugissement. C'est l'heure où les douleurs des malades s'aigrissent. La sombre nuit les prend à la gorge. Ils finissent leur destinée et vont vers le gouffre commun. L'hôpital se remplit dans leurs soupirs. Plus d'un ne viendra plus chercher la soupe parfumée, au coin du feu, le soir, auprès d'une âme aimée. Encore la plupart n'ont-ils jamais connu la douceur du foyer et n'ont jamais vécu. Charles Baudelaire, poème 95 des Fleurs du Mal, section Tableau parisien, aux éditions Le Livre de Poche. Le fleuve Bétis coule dans un pays fertile et sous un ciel doux, qui est toujours serein. Le pays a pris le nom du fleuve, qui se jette dans le grand océan, assez près des colonnes d'Hercule, et de cet endroit où la mer furieuse, rompant ses digues, séparait autrefois la terre de Tarsis d'avec la grande Afrique. Ce pays semble avoir conservé les délices de l'âge d'or. Les hivers y sont tièdes, et les rigoureux aquilons n'y soufflent jamais. L'ardeur de l'été y est toujours tempérée par des zéphyrs rafraîchissants qui viennent adoucir l'air vers le milieu du jour. Ainsi, toute l'année n'est qu'un heureux hymen du printemps et de l'automne qui semblent se donner la main. La terre, dans les vallons et dans les campagnes unies, y porte chaque année une double moisson. Les chemins y sont bordés de lauriers, de grenadiers, de jasmins et d'autres arbres toujours verts et toujours fleuris. Les montagnes sont couvertes de troupeaux qui fournissent des laines fines recherchées de toutes les nations connues. Il y a plusieurs mines d'or et d'argent dans ce beau pays, mais les habitants, simples et heureux dans leur simplicité, ne daignent pas seulement compter l'or et l'argent parmi leurs richesses. Ils n'estiment que ce qui sert véritablement aux besoins de l'homme. Quand nous avons commencé à faire notre commerce chez ces peuples, nous avons trouvé l'or et l'argent parmi eux employés aux mêmes usages que le fer, par exemple pour des stocks de charrues. Comme ils ne faisaient aucun commerce dehors, ils n'avaient besoin d'aucune monnaie. Ils sont presque tous bergers ou laboureurs. On voit en ce pays peu d'artisans, car ils ne veulent souffrir que les arts qui servent aux véritables nécessités des hommes. Encore même, la plupart des hommes en ce pays, étant adonnés à l'agriculture ou à conduire des troupeaux, ne laissent pas d'exercer les arts nécessaires pour leur vie simple et frugale. Les femmes filent cette belle laine et en font des étoffes fines d'une merveilleuse blancheur. Elles font le pain, apprêtent à manger, et ce travail leur est facile, car on vit en ce pays de fruits ou de lait, et rarement de viande. Elles emploient le cuir de leurs moutons à faire une légère chaussure pour elles, pour leurs maris et pour leurs enfants. Elles font des tentes, dont les unes sont de peau cirée et les autres d'écorce d'arbre. Elles lavent tous les habits de la famille et tiennent les maisons dans un ordre et une propreté admirables. Leurs habits sont aisés à faire, car en ce doux climat, on ne porte qu'une pièce d'étoffe fine et légère, qui n'est point taillée, et que chacun met à longs plis autour de son corps pour la modestie, lui donnant la forme qu'il veut. Les hommes n'ont d'autres arts à exercer, outre la culture des terres et la conduite des troupeaux, que l'art de mettre le bois et le fer en œuvre. Encore même ne se servent-ils guère du fer, excepté pour les instruments nécessaires au labourage.
Tous les arts qui regardent l'architecture l'en sont inutiles, car ils ne bâtissent jamais de maison. C'est, disent-ils, s'attacher trop à la terre que de s'y faire une demeure qui dure beaucoup plus que nous. Il suffit de se défendre des injures de l'air. Pour tous les autres arts estimés chez les Grecs, chez les Égyptiens et chez tous les autres peuples bien polissés, ils les détestent, comme des inventions de la vanité et de la mollesse. Quand on leur parle des peuples qui ont l'art de faire des bâtiments superbes, des meubles d'or et d'argent, des étoffes ornées de broderies et de pierres précieuses, des parfums exquis, des mets délicieux, des instruments dont l'harmonie charme, ils répondent en ces termes. Ces peuples sont bien malheureux d'avoir employé tant de travail et d'industrie à se corrompre eux-mêmes. Ce superflu amollit, enivre, tourmente ceux qui le possèdent. Il tente ceux qui en sont privés de vouloir l'acquérir par l'injustice et par la violence. Peut-on nommer bien un superflu qui ne sert qu'à rendre les hommes mauvais ? Les hommes de ces pays sont-ils plus sains et plus robustes que nous ? Vivent-ils plus longtemps ? Sont-ils plus unis entre eux ? Mènent-ils une vie plus libre, plus tranquille, plus gaie ? Au contraire, ils doivent être jaloux les uns des autres, rongés par une lâche et noire envie, toujours agités par l'ambition, par la crainte, par l'avarice, incapables des plaisirs purs et simples, puisqu'ils sont esclaves de tant de fausses nécessités dont ils font dépendre tout leur bonheur. Fénelon, extrait du 7e livre des Aventures de Télémaque, 1699, aux éditions Gallimard. Nous poursuivons avec Inès Fonnevel. Mais cette effervescence neuve, qu'elle aime d'ailleurs un peu trop mettre en scène, outrant le rush, se donnant des airs importants, clamant « Je suis charrette » à tout bout de champ, exagérant le nombre d'heures passées sans dormir, où la difficulté de ses interventions perturbe sa lucidité. Elle n'est pas en mesure de réaliser que la précarité est devenue la condition de son existence et l'instabilité son mode de vie. Elle ignore à quel point elle est devenue vulnérable et méconnaît sa solitude. Certes, elle rencontre des gens, oui, beaucoup. La liste de ses contacts s'allonge dans son smartphone. Son réseau s'épaissit. Mais prise dans un rapport économique où elle est sommée de satisfaire une commande contre un salaire d'une part, engagée sur des chantiers à durée limitée d'autre part, elle ne crée pas de relations qui durent, accumule les coups de cœur de forte intensité qui flambent comme des feux de paille sans laisser de traces, désagrégés en quelques semaines, chaleur et poussière. Maïlis de Kerangal, Un monde à portée de main, aux éditions Verticales. La vie dans les bois permet de régler sa dette. Nous respirons, mangeons des fruits, cueillons des fleurs. Nous baignons dans l'eau de la rivière, et puis un jour, nous mourrons sans payer l'addition à la planète. L'existence est une grivellerie. L'idéal serait de traverser la vie tel le troll scandinave qui court la lande sans laisser de traces sur les bruyères. Il faudrait ériger le conseil de Baden-Powell en principe. Lorsqu'on quitte un lieu de bivouac, prendre soin de laisser 2 choses. Premièrement, rien. Deuxièmement, ses remerciements. L'essentiel, ne pas peser trop à la surface du globe. Enfermé dans son cube de rondins, l'ermite ne souille pas la terre. Au seuil de son isba, il regarde les saisons danser la gigue de l'éternel retour. Privé de machine, il entretient son corps. Coupé de toute communication, il déchiffre la langue des arbres. Libéré de la télévision, il découvre qu'une fenêtre est plus transparente qu'un écran. Sa cabane égaye la rive et pourvoit au confort. Un jour, on est là de parler de décroissance et d'amour de la nature. L'envie nous prend d'aligner nos actes et nos idées. Il est temps de quitter la ville et de tirer sur les discours le rideau des forêts. La cabane, royaume de simplification. Sous le couvert des pins, la vie se réduit à des gestes vitaux. Le temps arraché aux corvées quotidiennes est occupé au repos, à la contemplation et aux menues jouissances. L'éventail de choses à accomplir est réduit. Lire, tirer de l'eau, couper le bois, écrire et verser le thé deviennent des liturgies. En ville, chaque acte se déroule au détriment de 1000 autres. La forêt resserre ce que la ville disperse. Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, aux éditions Gallimard. Nous sommes à la fin de cette émission qui vous a été proposée par les étudiants de l'Université Le Havre-Normandie. Nous espérons qu'elle vous a plu. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons à très bientôt.